Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième jour de notre défi 30 jours pour découvrir l'histoire de PassePass et ce pourquoi on a développé notre logiciel de cette façon. Aujourd'hui, je voulais vous partager les raisons pour lesquelles on a développé un processus d'onboarding qui est unique sur le marché. Et tout d'abord, je veux vous partager mon retour d'expérience. Moi, j'ai toujours été frustré par les logiciels ou les plateformes qui nous font croire en ajoutant 2-3 photos, 2-3 descriptions, que notre logement ou ce pourquoi on prend ce logiciel est parfaitement paramétré, alors qu'il y a énormément d'autres paramètres à bien prendre le temps de configurer si on veut vraiment pouvoir utiliser correctement ce logiciel ou cette plateforme. Et par exemple, Airbnb, c'est un peu ça. Quand on essaye d'ajouter une annonce sur Airbnb, on met un titre, on met 2-3 photos, l'adresse, et hop, on croit que notre annonce elle est sur les plateformes. Alors qu'au fait, il y a énormément d'autres paramètres qui sont cachés dans la partie annonce, dans la partie calendrier, qui sont nécessaires si on veut être vraiment performant, vraiment bien référencé sur la plateforme. Et bah, avec PassePass, je voulais faire complètement l'inverse. Parce qu'un professionnel, s'il se plante sur rien qu'une seule information qu'il n'aurait pas notée, il va devoir la répéter des dizaines et des dizaines de fois durant toute la durée de travail de ce logement. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous, en tant que concierge, vous oubliez d'expliquer comment on fait pour se garer à proximité du logement. Et bien, à chacun des voyageurs, donc potentiellement 6 fois par mois, vous allez devoir expliquer ça à vos voyageurs parce qu'ils vont se demander « mais mince, où est-ce que je me gare ?» Et pas que vos voyageurs, mais aussi toutes les aides ménagères qui vont venir faire l'entretien du logement parce que vous allez avoir un turnover d'aides ménagères, un turnover de voyageurs et du coup, c'est des répétitions constamment juste parce que vous avez oublié une information. Donc c'est pour ça qu'on a été intransigeant et que lorsque vous configurez un logement sur PassePass, vous allez devoir l'ajouter de bout en bout si vous voulez utiliser notre outil. Parce qu'encore une fois, outre le fait que vous pensez avoir configuré parfaitement votre logement sur ce genre d'outil, et bah du coup, au final, vous n'allez pas en tirer profit complètement. Parce que c'est quand même assez frustrant quand on prend un outil, qu'on le paye, je sais pas moi, parfois il y a des outils qu'on paye 100, 200 euros, et que quand on le configure, vu qu'on ne connaît pas parfaitement cet outil, on n'en utilise que 20 ou 30% des fonctionnalités, alors que la valeur pour laquelle on le paye, c'est pour en utiliser 100%. Et donc nous, chez PassePass, on a vraiment eu envie que vous utilisiez 100% des fonctionnalités de notre application. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour ajouter un logement sur PassePass ? Et bien en fait, ça va arriver au moment où vous allez être dans le logement, que vous prenez vos photos pour Airbnb Booking, des photos commerciales. Et du coup, une fois que vous avez pris vos photos commerciales, il va falloir prendre des photos techniques et inscrire des informations techniques concernant le logement. Tout simplement parce que si on reprend vos photos d'Airbnb et que le voyageur se demande comment on fait fonctionner le jacuzzi, il va être bien content d'avoir votre photo de jacuzzi, mais il n'aura pas la réponse à sa question. Donc ça, c'est justement, ce sont les paramètres des logements sur PassePass. La première étape, ça va être l'info du logement. Donc sur cette info de logement, on va vous demander si vous êtes le propriétaire du logement, afin de créer ou pas une interface. Vous demandez si le logement est une maison ou un appartement, afin d'interpréter cette information et du coup de modifier la façon qu'on va amener le voyageur jusqu'au logement. Le nom du logement sur les plateformes de réservation, pour ne pas perdre le voyageur lorsqu'on lui enverra une information, et le nom interne de ce logement dans votre logiciel pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus simplement. La photo principale, encore une fois pour permettre au voyageur de s'assurer qu'il s'est bien enregistré sur le bon logement, et l'adresse de la location que l'on va partager au voyageur pour arriver de façon autonome dans le logement à la prestataire et que l'on va utiliser pour la facturation du logement sur la plateforme. Ensuite, la capacité d'accueil, donc combien de voyageurs, de lits simples, de lits doubles, on va être en capacité de proposer aux voyageurs afin que lorsqu'ils s'enregistrent, ils puissent définir le nombre de voyageurs et le nombre de lits dont ils ont besoin et s'ils dorment ensemble ou non. Ensuite, il va y avoir la partie clientèle, vous allez pouvoir ajouter vos propriétaires et donc ça, c'est la base des informations dont on a besoin quand on crée un nouveau logement. Une fois que l'on a ajouté ces informations de base, on va vous demander des informations concernant le check-in, les instructions pour arriver, partir du logement de façon autonome ou accompagnée. Donc vous allez choisir votre mode de check-in, vous allez mettre les horaires de check-in et de check-out dans ce logement afin que l'on puisse partager cette information aux voyageurs et qu'ils ne partent pas trop tard ou qu'ils n'arrivent pas trop tôt. Ensuite, le code de la boîte à clés, donc si vous utilisez une boîte à clés classique ou une boîte à clés connectée, le mot de passe de cette boîte à clés
Et du coup, le digicode de l'entrée, l'alarme, toutes ces informations-là, on va essayer de les condenser ici sur cette page, tout simplement parce que, en fait, ce sont des informations qu'il ne faut pas partager avant que le voyageur ait atteint l'heure de check-in. Sinon, il va pouvoir rentrer avant. Ensuite, la remise des clés, en fait, c'est plusieurs étapes. La première étape, c'est où se garer. Ensuite, ça va être comment trouver le logement, parce que on peut arriver au 26 rue X ou Y, mais peut-être que c'est au fond de la cour qu'il y a la porte pour accéder à l'immeuble. Ensuite, où récupérer les clés? Est-ce qu'on les récupère à l'extérieur, dans la boîte aux lettres, ou à côté de la porte du logement? Comment accéder au logement? Parce que si c'est un grand immeuble, parfois c'est un peu un labyrinthe pour accéder au logement en question. Et du coup, comment entrer dans le logement? Quelles clés utiliser, etc., etc. Vous pouvez ranger ces étapes-là dans l'ordre afin de faciliter le parcours du voyageur, d'expliquer justement ce qu'il y a à savoir par rapport à cette étape-là. Et l'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible afin qu'il n'y ait pas besoin de répéter toujours la même chose. Et afin de faciliter la compréhension de ce que vous paramétrez, on a essayé de vous créer des petites interfaces pour que vous prévisualisiez le travail que vous venez de faire et que vous vous assuriez que vous, en tant que voyageur, en tant que prestataire, vous ayez les informations qu'il vous faudrait pour pouvoir profiter de ce logement. De même pour le départ, donc par exemple rappeler qu'il faut bien remettre les clés dans la boîte à clés ou jeter les poubelles avant de partir, de bien mélanger les codes, etc., etc. Ensuite, la présentation du logement. Souvent, on se dit, ils ont les photos d'Airbnb, ça suffira, non. Mais globalement, c'est assez faux. Tout simplement parce que les gens vont avoir besoin de ces informations à plusieurs étapes. Lorsqu'ils réservent pour se rassurer qu'ils auront bien accès à tous les équipements qui étaient annoncés dans l'annonce. La deuxième étape, c'est avant leur séjour pour se rappeler de ce qu'il y a de présent et donc de préparer leur valise en fonction. Par exemple, si vous fournissez les kits de salle de bain avec du shampoing et du gel douche, potentiellement, s'ils viennent une journée, ils n'auront pas besoin de ramener ça dans leur valise. De même, si justement vous avez des équipements un peu compliqués à utiliser, en tout cas pas faciles à utiliser pour tout le monde, par exemple une plaque à induction ou un jacuzzi ou un sauna ou ce genre de choses, et en fait, l'idée c'est d'expliquer ça étape par étape, comment l'utiliser. Et donc du coup, profiter justement d'une présentation pièce par pièce pour retrouver ces différents équipements et même de faire un inventaire de ce que vous mettez à disposition. Parce que aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas besoin de cet inventaire parce que c'est vous qui avez ajouté le logement, mais demain, si c'est un employé qui travaille pour vous, qui doit répondre à un voyageur et qui n'est jamais venu dans le logement, ce qui arrivera un jour, du coup, il faut qu'il puisse savoir ce qu'il y a dans le logement, aussi bien que vous sachiez ce qu'il y a dans le logement. Et du coup, pour faire ça, nous, ce qu'on recommande, c'est une photo pour chacun des coins de la pièce, afin qu'il y ait un peu un point zéro pour chacune des pièces, des équipements, des décorations, de l'état d'usure de l'appartement, et du coup, un inventaire et des explications sur les équipements, afin que le voyageur puisse savoir exactement ce qu'il y a dans le logement et que vous montriez un certain professionnalisme aussi au propriétaire dans votre façon de gérer son logement. Ensuite, on va vous permettre de mettre le Wi-Fi. En effet, c'est assez chiant pour les voyageurs de rechercher où se trouve le Wi-Fi, alors que là, l'avantage, c'est que dès que le voyageur va valider son arrivée, il aura accès au Wi-Fi de l'appartement en un clic et n'aura pas besoin de vous le demander. Le guide touristique, parce qu'un guide touristique, ce sont des centres d'intérêt. Des centres d'intérêt qui vont être reliés à une ville ou à certains appartements. Et l'idée, c'est que vous ayez juste à sélectionner les centres d'intérêt qui sont utiles pour votre voyageur ou non. Les ventes additionnelles, quelles sont les ventes additionnelles que vous pouvez proposer au voyageur durant son séjour ? Et donc, si vous souhaitez que ces services additionnels apparaissent sur son interface ou pas, et à quelle gestion de stock le logement est relié pour que tous les matins, les aides ménagères qui vont venir dans le stock puissent prendre les bons consommables et les amener dans le logement et que ça se déstocke bien de votre gestion de stock. Ensuite, ce sont des informations concernant le ménage, la facturation de ces prestations de ménage, de linge et du coup, les instructions pour réaliser le meilleur ménage possible. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans cette partie-là. Et l'idée, c'est que vous puissiez définir combien de temps approximativement ça prend de faire une mission de ménage, combien vous payez le prestataire pour cette mission de ménage, afin qu'on puisse lui envoyer les informations et qu'il accepte les missions en toute connaissance de cause. Que vous puissiez justement faire évoluer cette rémunération en fonction des jours, si c'est un dimanche, un jour férié, si ça fait très longtemps que le logement est loué et donc du coup qu'il est techniquement plus sale. La gestion de la facturation, est-ce que vous voulez ajouter un montant de facturation à ce que vous avez payé à votre aide ménagère? Par exemple, si vous payez votre aide ménagère 100 € pour un ménage, il faut penser à la TVA, à vos impôts si vous êtes en autre entreprise. Et donc, du coup, préparez tout ça et le faire une seule fois pour que, en fait, le jour où vous faites vos factures
au propriétaire, tout soit déjà pré-rempli pour que vous n'ayez plus qu'à valider cette facture et qu'au lieu qu'elle vous prenne 30 minutes à tout faire à la main, à remettre toutes les infos, qu'elle s'édite toute seule et que vous n'ayez juste à confirmer les informations qui ont été mises automatiquement dessus. De même, la gestion du linge, si vous souhaitez facturer à chaque fois au séjour, en fonction du nombre de lits simples, du nombre de lits doubles, du nombre de voyageurs, voilà. Il y a plein d'options justement à réfléchir, à paramétrer pour que on anticipe tous les cas d'usage que vous allez rencontrer durant la durée de vie de votre travail sur ce logement. De même, par exemple, est-ce que vous stockez les produits d'entretien dans le logement? Ça, il faut le préciser et expliquer où les trouver. Sinon, à chaque fois que il y a une aide ménagère différente qui vient, elle se demandera où se trouvent ces produits d'entretien, elle vous dérangera. Pareil pour les outils d'entretien, l'aspirateur, la serpillière, toutes ces choses-là. En fait, c'est pas, si c'est dans un grand logement, c'est pas évident de dans quel placard ou dans quelle pièce c'est rangé. Pour le changement des codes de boîte à clés, donc vous pouvez payer une solution comme celle d'Igloo ou Nuki pour gérer les accès connectés. Cependant, ça coûte assez cher. Et donc du coup, l'avantage que peut représenter PassePass là-dedans, c'est de vous permettre de donner un tuto à votre prestataire pour qu'il change les codes lui-même et que du coup, vous n'ayez pas besoin de vous-même vous déplacer, de changer le code et de le remettre à jour sur les différents outils que vous utilisez. Et enfin, si vous voulez justement gérer le linge directement dans le logement et pas dans un local, du coup que vous puissiez dire où est-ce que se trouve le linge propre et où se trouve le linge sale. Voilà, toutes ces petites choses-là, en fait, si vous gérez un logement, elles vous paraissent inutiles, vous ne pensez même pas à les prendre, alors que le jour où vous aurez 40-50 logements, ce que je vous souhaite et qui est quasiment nécessaire pour bien gagner sa vie en conciergerie, vous en aurez besoin tous les jours. Donc ça, c'est ce qui fait votre productivité demain. Et enfin, les tâches de ménage que vous souhaitez que l'aide ménagère réalise à chaque ménage dans votre logement et les photos que vous souhaitez qu'elle prenne avant de partir afin que vous sachiez que le logement a été remis en état sans avoir à vous déplacer ou à l'appeler pour savoir où elle en est. Donc pour le coup, tout le monde pense que les checklists de ménage ça sert à rien parce que les aides ménagères ne les lisent pas, mais en fait la réalité c'est que nous on a développé cette fonctionnalité car on a un énorme turnover de prestataires de ménage, on a énormément de personnes à former, il y a des dizaines d'aides ménagères qui peuvent passer sur les mêmes logements, et donc du coup, si à chaque fois on devait expliquer à chaque aide ménagère ce qu'il fallait faire dans le logement, on passerait notre vie à le faire, on passerait nos journées à leur expliquer ça au téléphone, alors que là, n'importe quelle aide ménagère qui vient dans le logement a finalement une sorte de micro-rappel formation pour savoir ce qu'il y a à faire dans chacun des logements, les photos à prendre, le standard de qualité que l'on attend. Et donc ça, c'est un gain de temps exceptionnel si vous le faites bien dès le départ. Et enfin, une fois qu'on a ajouté toutes les informations de base du logement qui permettent de gérer l'après-réservation, en fait, il faut juste paramétrer l'avant-réservation afin que dès qu'il y a une réservation, on puisse bloquer les différents calendriers, créer les différentes missions, les liens pour les voyageurs, leur envoyer tous ces messages et donc gérer l'opérationnel et ce que vous auriez dû faire à la main automatiquement. Et donc là, justement, sur la partie calendrier, nous, ce qu'on va vous demander, c'est si vous souhaitez gérer les prix vous-même ou vous préférez déléguer ça à un gestionnaire dynamique de revenus tel que Beyond ou PriceApps, la gestion de la disponibilité, au niveau des minimums, des maximums, des délais avant l'arrivée, de l'heure limite pour réserver, de la plage de disponibilité, les messages automatiques que vous allez devoir envoyer aux voyageurs à chacun des séjours pour lui partager les informations dont il a besoin au bon moment pour pouvoir être autonome durant toute la durée du séjour, et donc du coup les variables, etc. que vous devez utiliser. Et enfin, les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous connecter. Aujourd'hui, sur PassePass, on se connecte à Airbnb et Booking, car ce sont ces plateformes qui monopolisent la grande partie du marché et du coup du volume de voyageurs qui souhaitent réserver dans une localité. Et donc, une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai parfaitement paramétré mon logement, toutes les informations dont on a besoin, mes employés, mes prestataires, mes voyageurs et même les propriétaires lorsque je leur ferai la facturation, toutes ces informations-là sont déjà synthétisées. J'ai juste besoin d'y retourner si j'ai un doute et du coup, je n'aurai pas besoin de retourner dans le logement parce que j'ai oublié X ou Y informations que je n'arrête pas de répéter tout le temps. Et je vous dis particulièrement ça parce que Fabien, un jour, arrive à 100 logements et à 100 logements, il se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il n'arrête pas de répéter tout le temps aux voyageurs. Il a mis des années avec un alternant pour justement revenir en arrière et remettre tous ces nouveaux standards de qualité dans ses appartements et du coup que n'importe qui dans son équipe puisse reprendre la communication ou avoir l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin.
J'espère donc que l'histoire derrière le standard de qualité que l'on souhaitait pour l'onboarding d'un logement sur PassePass vous a plu, vous a permis de comprendre un peu mieux là où on voulait en venir, pourquoi on l'a fait de cette façon, vu que l'on ne travaille qu'avec des professionnels et que ces professionnels n'ont pas l'occasion ou l'opportunité de revenir plusieurs fois dans le logement pour reprendre les mêmes infos. Et donc on se retrouve demain pour que je vous partage l'histoire et les raisons pour lesquelles on a développé l'interface Mes locations de cette façon, afin que vous puissiez récupérer une information en un coup d'œil si vous avez un voyageur ou un propriétaire qui vous appelle au téléphone. On se dit à demain, salut!